La situation des prix sur les marchés aujourd'hui suit une tendance classique. Courant avril-mai, de tous les temps, les prix grimpent toujours. Mais cette fois-ci, surtout par rapport au maïs, le prix a grimpé un peu plus qu'il ne le fallait. Les raisons sont simples. D'abord, à l'intérieur, nous avons une demande un peu plus forte que d'habitude. Mais contrairement aux années précédentes, nous avons des enjeux de développement et de sécurité alimentaire. Mais la volaille prend une place importante dans l'alimentation de nos populations en termes d'apport en protéines animales. Donc, il faut se mettre à produire. Et beaucoup y ont cru. Et beaucoup se sont jetés dans la bagarre pour produire de la volaille, la viande et les œufs. Et dans l'alimentation de la volaille, 60% revient au maïs. C'est pour ça que le prix reste aujourd'hui tendu. La conjoncture que nous traversons est soutenable si nous avons un peu de volonté. Plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, de positionner des policiers, des militaires pour ça là, il nous faut simplement produire 2 fois, 3 fois plus que nous le faisons actuellement. Pour y arriver, c'est assez simple. Nous devons disposer d'intrants de qualité. Le premier de ces intrants-là, c'est la semence. Nous avons plus de 90 000 tonnes d'urée. Il y a 60 000 tonnes pour les céréales et les palmiers à huile. Donc ça aussi, on ne me dira plus que l'engrais n'est pas disponible. Mais dans cette zone sud, où on a déjà du maïs de 15 jours, 20 jours, même des maïs en épiaison, il va falloir, au moins pour les semer encore en âge d'être fumés systématiquement. Ça vous permettra de doubler les rendements. Et à partir de ce moment, à partir de juin, juillet, nous aurons le maïs disponible pour boucher la soudure. Forcer rapidement sur le riz, c'est faisable par nous. C'est faisable aussi parce que l'État a maintenant affiché une volonté d'aménager les espaces. Nous avons dans le pipeline déjà acquis les ressources pour aménager 4050 hectares. Ce qui est à recommander, enfin, c'est de voir dans les pratiques agrotechniques tout ce que nous pouvons faire pour sécuriser cette production et la distribuer équitablement sur le territoire. Le samedi dernier, comme vous le savez, le 27, il y a eu comme coïncidence 27 syndicalistes, dont moi-même, qui avions été arrêtés, brutalisés par la police et déposés donc en garde à vue toute la journée jusqu'à 22h. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a voulu réunir nos militants de toutes les organisations syndicales de la Bourse du Travail pour leur expliquer un peu ce qui s'était passé et leur annoncer les perspectives. Et c'était quoi? Pourquoi on voulait marcher? Nous voulions simplement marcher contre la vie chère. Aujourd'hui, la vie est effectivement chère. Aujourd'hui, le maïs qui a coûté, il y a quelques années en arrière, 150, 175, 200 francs au plus, est devenu 450, 500 francs. Et c'est de ça qu'on veut parler. Parce que pour nous, nous avons comme le pressentiment que le chef de l'État n'est pas informé. On a comme le sentiment que les gens ne disent pas la vérité au chef de l'État. Pour nous, c'est que le président Talon est sous-informé. Parce que le connaissant, il aurait pu déjà trouver une solution à cela. Et nous avons voulu donc tomber dans la rue. Pourquoi on veut aller dans la rue? Parce qu'on a sollicité toutes les portes du dialogue social et tout a été bloqué. Les gens ne discutent plus avec nous. Et quand on va discuter, c'est juste pour nous rendre compte de ce qu'ils ont fait. On ne nous permet même pas d'opiner sur la question. Donc on s'est dit, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, c'est la rue qui opine. Et c'est pour ça qu'on était dans la rue. Et vous saviez, la dernière fois, on avait fait toutes les démarches nécessaires. Mais le préfet a voulu faire comme il a fait et ça donne ce que ça a donné. C'est pour ça que nous avons expliqué cela aujourd'hui à nos militants à travers ce grand meeting que vous avez constaté. Et nous avons des perspectives. En perspective, c'est que le samedi 11 mai, il y aura encore la marche là reprogrammée pour le 11 mai. Et pour ça également, nous avions déjà depuis le jeudi dernier déposé tous les courriers par rapport à la marche donc, du samedi 11 mai. Le préfet a reçu, on a la décharge. La mairie a reçu, on a la décharge. Le conseil central également, les pompiers aussi ont reçu, nous avons toutes les décharges. On attend maintenant, c'est le 11 mai, on a déjà fait la formalité, on attend pour qu'on puisse voir cette fois-ci comment est-ce qu'ils vont gérer ces courriers-là. La CSTB qui avait prévu également
manifester ces mécontentements à travers une marche de protestation qui devrait démarrer de l'Étoile Rouge. Mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, cette marche a été interdite. L'Étoile Rouge a été barricadée et il y a une horde de policiers qui sont là-bas et qui ont commencé déjà par disperser les gens avec les gaz lacrymogènes. Ils ont commencé par interdire la marche des autres. Nous savons où est-ce qu'ils voulaient en venir. Et ils sont arrivés. Ils ont barricadé tout. Ils ont finalement arrêté plusieurs de nos camarades venus dans les bus qu'ils ont envoyés à Blankandam. On ne connaît pas encore le nom. Malgré ça, camarades, nous avons marché. Et vous avez vu les images. Nous avons marché jusqu'à ici, il y a quelques mètres, où on s'est vu face à face avec la police. Et en face, Soumaïla Yaya. J'ai dit, déjà, venez voir parler. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Bénin a fait? Vous, on vous a donné, on vous a fait policier, on vous a gradé, on vous entretient pour la sécurité du pays. Ce n'est pas pour mettre les citoyens en insécurité. Le président Patrice Talon, quand j'ai dit venez, on va se parler, il a fait jeter les grenades lacrymogènes pour nous disperser. Mais on avait déjà atteint notre objectif, on a marché. Vous n'applaudissez pas très fort, il faut applaudir très fort. De tout ce qui précède, il ressort que la mobilisation des travailleurs doit se poursuivre de façon inlassable pour la satisfaction des revendications des travailleurs, y compris la réintégration à la fonction publique du capitaine Patrice Trépo, des 27 policiers arbitrairement radiés de la fonction publique et des 1045 du MAEP qui ont été radiés en 2016. Le dédommagement des travailleurs qui ont subi de préjudices tels que les 305 enseignants et les 175 armées arbitrairement radiés réintégrés. Le dédommagement des transporteurs et des travailleurs qui ont subi assez de préjudices à cause de la fermeture de la frontière du Niger avec le coup d'État militaire du Niger. La CSTB félicite tous les travailleurs du secteur public, du secteur privé et du secteur informel pour toutes les luttes qu'ils mènent pour la satisfaction de leurs revendications. Les travailleurs salariés doivent exiger une revalorisation substantielle de leur salaire et ceux des retraités de la fonction publique qui est de 2,4%. Les travailleurs du privé doivent obtenir la hiérarchisation de leur salaire et le secteur informel doit continuer la lutte contre les taxes et impôts élevés et contre toute forme de tracasserie comme celle que subissent par exemple les producteurs de soja. Poursuivons la lutte, seule la lutte paie. C'est pour ça que le 7 et le mardi, nous devons encore nous mobiliser massivement pour aller marcher, pour aller à l'Étoile Rouge à 7 heures. Ils n'ont qu'à venir là-bas encore nous trouver. Nous serons là au rendez-vous. Applaudissez. Mettre fin aux bavures policières est désormais un mot d'ordre des populations béninoises qui entendent aider la police en instaurant une sorte de collaboration entre les deux camps. Pour ce faire, chacun doit jouer son rôle, les populations doivent de leur côté respecter le code de la route et la police de son côté continuer la répression mais dans la sensibilisation. Pour faire mieux votre travail, vous devez avoir la collaboration avec les populations. Pour mieux se renseigner, c'est avec la population.
Si vous cherchez à matraquer, à martyriser les populations, vous n'aurez pas leur coopération. Et vous allez déployer la force, mais vous n'aurez pas le résultat escompté. Ils n'ont qu'à se couper réellement de leur travail, de la mission à laquelle on les a confiés. Police républicaine. Donc il doit être des républicains. Le statut de la police républicaine estime la police est là pour la sécurité, la police est là pour sensibiliser, pour protéger, pour la sécurité de la population. Dans une république, il doit y avoir des hors-la-loi, des gens qui ne vont pas respecter. C'est pourquoi il y a la police, pour remettre ces hommes-là, ces personnes en règle. Mais bon, de manière douce, à ce que les gens puissent comprendre ce qu'ils ont fait, ce qui ne va pas, ce qu'ils ne doivent pas faire. Nous sommes une population qui n'a pas trop l'information. La majorité est illettrée, ne connaissent pas lire. Il faut la sensibilisation, sensibiliser les gens. Même s'il doit y avoir des répressions, les tests sont là pour ces gens de répression. Il y a des tests. Je me demande aujourd'hui si la police lit, s'il essaie de mettre les tests, de travailler sur les tests en vigueur dans notre République. Vous voyez, est-ce qu'il y a les panneaux? C'est des choses que la police devait demander. Ils n'ont qu'à tout faire pour rappeler à l'ordre nos frères policiers. Parce qu'après tout, c'est nos frères. Personne ne peut pas dire qu'il n'a pas un policier dans sa maison et dans sa famille. Qu'on ne les prend pas comme nos ennemis, c'est nos frères. Ils assurent notre sécurité. Maintenant, le problème qui est là aujourd'hui, c'est que ces policiers savent comment s'approcher des usagers de la route et faire en sorte pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que le Bénin, nous ne sommes pas en guerre. Et surtout, les jeunes policiers s'énervent vite. Ils s'énervent vite. Quand ils trouvent des infractions, ils agissent automatiquement contre la population. Elle lance également un appel à l'endroit des autorités compétentes. Ils n'ont qu'à continuer à mettre les moyens à la police. On a vu, ils ont fait de gros efforts ces temps-ci. Il ne faudrait pas qu'ils soient manipulés par eux, les politiciens. Il ne faudrait pas qu'ils passent par la police pour faire des règlements de compte aux populations et aux opposants. Non. Si quelqu'un est coupable, tout le monde le sera. Il y a des pays, il y a les subventions. Il y a les subventions d'abord. On subventionne, on demande à la population de prendre et de se protéger. C'est la protection, on ne refuse pas. Mais on subventionne. Par exemple, les casques, on les subventionne. Dans d'autres pays, on a subventionné. Aujourd'hui, le casque peut-être à 8 000, à 15 000, à 10 000. Et on oblige les citoyens à en avoir. Ils ont étudié à l'école de la police que ceux qui les forment à l'école de la police, leur apprend comment s'aborder à un usager qui a une infraction. Agir conformément selon les tests de la loi, tout en respectant les droits de l'homme, serait un facteur indispensable pour bannir ces cas de bavure. La gare routière d'Agadez est animée d'arrivées et de départs depuis que les autorités du Niger ont annulé en novembre dernier le décret interdisant le transport des migrants. Sous la conduite de passeurs, les migrants embarquent à bord de 4x4 ou de camions vers la Libye ou l'Algérie, les dernières étapes avant la traversée de la Méditerranée. L'objectif, une fois arrivé en Europe, c'est pour s'intégrer dans l'armée. Parce que moi, je vise que partir en France. Parce que comme j'étais militaire au Sénégal, et je préfère que quand en arrivant en Europe pour continuer mon service. Dans cette ville, le trafic de migrants est revenu en force avec plusieurs convois par semaine. Je crains le désert, le climat et le froid, mais j'irai quand même. Depuis la réouverture d'Agadez, 5000 migrants ont pris la route vers l'Europe. Cependant, les défis restent considérables. Les migrants font face à de nombreux risques. Ils risquent de faire de la prison ou d'être expulsés. Il y a donc encore beaucoup de facteurs qui continuent à entraver le mouvement des migrants vers l'Europe.
Comparé à 2015, les migrants risquent davantage le refoulement. Nous avons répertorié quelques 9000 personnes qui ont été refoulées d'Algérie au cours de ce mois, du début de l'année au mois d'avril 2024. Depuis janvier, Alarme Fun Sahara a recensé 9000 migrants refoulés d'Algérie. Alors que les premiers charters de migrants expulsés par la Grande-Bretagne sont attendus au Rwanda en juillet, Kigali a accueilli un premier débouté du droit d'asile en provenance de Londres. Il y est arrivé sur la base du volontariat, selon les déclarations faites mercredi par les autorités rwandaises, lesquelles ont affirmé par ailleurs que l'intéressé fera part dans quelques jours de son souhait de rester au Rwanda ou de choisir une autre destination. Pour le secrétaire britannique au commerce, cette décision volontaire du migrant prouve que le Rwanda est un pays sûr, mais il admet que l'expulsé a été payé 3 750 $ pour partir. Des défenseurs des droits de l'homme dénoncent la sous-traitance de la politique migratoire choisie par Londres. Les autorités britanniques de leur côté espèrent que les expulsions dissuaderont les migrants qui risquent leur vie sur des bateaux gonflables dans l'espoir de pouvoir demander l'asile une fois qu'ils auront atteint la Grande-Bretagne. Au moins 179 personnes ont été tuées dans les inondations dévastatrices provoquées par de fortes pluies au Kenya, selon les autorités. Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Isaac Mwaura, a indiqué que 90 personnes étaient portées disparues dans tout le pays et que 125 autres avaient été blessées et admises en soins dans divers établissements de santé. Les fortes pluies et les inondations ont provoqué le déplacement de 188 000 personnes, ce qui a incité les autorités à établir un camp de déplacés en guise de logement alternatif avec des provisions essentielles. Un barrage s'est effondré sous les eaux dans la nuit de dimanche à lundi à Mai Mahiu, à environ 60 km au nord de Nairobi, faisant 48 morts. Pendant ce temps, la rivière Tana, la plus longue du Kenya, déborde de son lit, les terres sont inondées, les populations sont progressivement évacuées. L'opposition tunisienne a communiqué les conditions pour sa participation à l'élection présidentielle à venir. Il s'agit de la libération des prisonniers politiques. Depuis le coup de force de Kais Saied contre les institutions en 2021, plus de 20 opposants ont été inculpés ou emprisonnés, dont Rached Ghannouchi, ancien président du Parlement, condamné à 15 mois de prison pour apologie du terrorisme. Le Front du Salut National, une coalition des principaux partis d'opposition, réclame aussi l'indépendance de la justice et de la commission électorale. Kais Saied a introduit récemment des changements institutionnels qui donnent au président le pouvoir de nommer les membres de l'autorité électorale ainsi que les magistrats. Dans ces conditions, les partisans de l'opposition redoutent que le scrutin prévu en septembre ou en octobre ne soit pas juste. Ils ne cachent donc pas leur intention d'appeler au boycott. Libérer la Palestine, scandent ces centaines de personnes en Afrique du Sud dans une procession qui se dirige vers le stade Athlone du Cap, où les attend le président Cyril Ramaphosa à l'occasion de la célébration du 1er mai, fête du travail. You as workers need to join this fight. En tant que travailleurs, vous devez vous joindre à ce combat pour défendre les opprimés du monde entier. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, nous avons défendu les droits de ceux qui, dans d'autres parties du monde, sont actuellement soumis à la torture, à la violence et au génocide. C'est pourquoi, en tant que pays, et oui, en tant qu'alliance, nous avons fermement soutenu le peuple de Palestine.
Et c'est pourquoi nous disons, nous voulons que la Palestine soit libre. L'ANC, parti au pouvoir, forme une alliance tripartite avec le Congrès des syndicats et le Parti communiste sud-africain pour la cause palestinienne. Nous sommes ici pour soutenir notre gouvernement, notre mouvement, la cause palestinienne. Notre liberté, chers camarades, n'est pas complète tant que le peuple de Palestine n'est pas libre et libéré. L'Afrique du Sud a toujours défendu le peuple palestinien en critiquant Israël avant même la guerre actuelle à Gaza. En Haïti, le Conseil de transition a choisi mardi Flitre Bélizaire comme Premier ministre. Cet ancien ministre des Sports, peu connu des Haïtiens, doit désormais former une équipe gouvernementale. Pour le président du Conseil de transition, il doit notamment trouver un consensus dans un pays meurtri par la violence des gangs. L'important pour nous, c'est que le nouveau Premier ministre montre la volonté de dépasser les clivages, de surmonter les conflits et d'arriver à un consensus. Des attaques coordonnées de gangs lancées le 29 février ont plombé Haïti. Ces groupes armés ont paralysé notamment le principal aéroport du pays. Ils ont aussi libéré plus de 4000 détenus de la plus grande prison d'Haïti. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a annoncé que la Turquie se joindrait officiellement à la plainte pour génocide intentée par l'Afrique du Sud contre Israël. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Ankara ce mercredi. Durant celle-ci, le chef de la diplomatie turque a indiqué que son pays déposerait une demande officielle d'intervention à la Cour internationale de justice. Nous avons présenté les résultats de nos évaluations au président et conformément à la décision politique prise, je voudrais annoncer que la Turquie a décidé d'intervenir formellement dans la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice. Fin décembre, l'Afrique du Sud a assigné Israël devant la Cour internationale de justice pour possible violation de la Convention sur le génocide lors de son offensive militaire contre le Hamas à Gaza. De son côté, Israël rejette ces allégations, mais manifestement, comme Pretoria, la Turquie souhaiterait que les autorités israéliennes répondent de ces accusations devant la justice. Au cours des derniers mois, le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué les actions d'Israël, allant jusqu'à comparer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Hitler. Israël a rouvert mercredi le point de passage d'Erez pour acheminer de l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Ceci survient alors que plusieurs organisations humanitaires expriment leur profonde inquiétude quant au risque de famine imminent pour des centaines de milliers de personnes dans la région. Les États-Unis, alliés d'Israël, ont aussi exercé des pressions sur Jérusalem pour qu'il facilite l'acheminement de l'aide. Avant l'attaque du 7 octobre par le Hamas, Erez servait de point de passage pour les Palestiniens, notamment les patients, les travailleurs et les voyageurs. Le point de passage a été gravement endommagé lors de cette attaque et est resté hors service depuis lors. Les 7 derniers mois ont été marqués par l'horreur à Gaza, avec plus de 34 000 Palestiniens décédés dans les violences selon les autorités sanitaires locales.